Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le média Evox Africa, diffusé tous les dimanches à 16h GMT. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois omniprésent et mal connu dans le fond, celui de la violence religieuse en Afrique, entre mystique, politique et géopolitique. Car si les groupes djihadistes sont bien connus, plus rares sont les analyses qui replacent le phénomène dans ses ancrages historiques, sociaux et territoriaux, loin des caricatures et des raccourcis médiatiques. Plus rares sont les analyses qui évoquent également la politisation du christianisme qui se renouvelle de manière assez spécifique sur le continent. Pour en parler, j'ai à mes côtés Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste, chercheur à l'IRD et auteur du livre Prophètes en armes, des violences religieuses en Afrique, publié aux éditions Hémisphère, un ouvrage rigoureux, documenté, qui interroge en profondeur les usages politiques du religieux, les ambiguïtés entre foi et pouvoir et les récupérations instrumentales de la religion à des fins guerrières. Pourquoi ces violences prennent-elles racine dans certaines régions plutôt que dans d'autres? Le djihadisme armé est-il vraiment une guerre de religion ou un conflit de territoire, de lutte de classe habillé par des discours pseudo-spirituels? Comment les États africains et leurs partenaires répondent-ils parfois maladroitement à ces défis? Comment la communauté internationale, comment la France notamment, se trompe et pourquoi se trompe-t-elle aussi souvent? Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour. Votre livre s'intitule Prophètes en armes. On sait qu'il y a une tradition du prophétisme en Afrique et même du prophétisme politique, une tradition qui a été vibrante au moment des indépendances et avant les indépendances. On sait qu'il y a aussi un surgissement d'un djihadisme belliqueux ces dernières décennies, mais cela ne va pas de soi de mixer les deux concepts. Pourquoi sautez-vous le pas ? D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur les groupes djihadistes au Sahel, donc il y a un cheminement intellectuel derrière ce livre qui m'a amené effectivement à m'interroger aussi sur des violences portées par des groupes qui se disent chrétiens, qui disent avoir un agenda chrétien. Et il se trouve en plus que quand je vivais au Kenya, j'avais eu l'occasion d'interviewer Alice Lakwena, qui était la chef d'une guérilla qu'on appelait le mouvement du Saint-Esprit en Ouganda dans les années 80, et qui a débouché ensuite sur un mouvement toujours actif aujourd'hui qui s'appelle l'Armée de résistance du Seigneur. Donc ça m'intéressait aussi de rééquilibrer un petit peu l'analyse en disant il n'y a pas que des groupes qui sont portés par la tradition sunnite pour porter les armes et combattre des gouvernements décrétés comme impies, décriés comme impies. Il y a aussi des violences portées par des groupes chrétiens. Et en plus de ça, il y a beaucoup de mouvements pentecôtistes qui ont des discours extrêmement radicaux aussi. Ça peut être contre les homosexuels, contre l'Occident, contre les déviants en général et contre les musulmans. Donc ça rajoute aussi, vous voyez, des tensions interconfessionnelles. Même si, et je le répète dans ce livre, mais j'ai déjà eu plein de fois l'occasion de le dire, la théorie du choc des civilisations s'applique très mal parce que ces groupes qui se disent portés par des agendas religieux, en fait, ils tuent essentiellement des gens de leur propre confession. Les groupes djihadistes tuent essentiellement des musulmans, pas des chrétiens. De temps en temps, ils tuent des chrétiens, on en fait grand cas à ce moment-là, mais pour le reste, c'est surtout des musulmans. Et même chose pour des groupes qui, armés, des milices chrétiennes, qui tuent en fait essentiellement des chrétiens. Après, le livre, en fait, interroge aussi la notion de violence religieuse. Moi, je parlais plutôt de violence dite religieuse, parce qu'aucune violence n'est monocausale. Donc en fait, le religieux vient interférer dans toute une série de facteurs, et c'est très difficile de démêler ce qui relèverait vraiment du religieux. Et a priori, il n'y a pas de raison d'écarter effectivement le christianisme comme jouant aussi un rôle dans ces conflits, mais qui ont aussi une forte dimension sociale, et qui souvent sont aussi d'ailleurs exacerbés par la brutalité de la réponse des forces gouvernementales qui alimentent du coup le conflit, puisque du coup ça permet à ces groupes de dire qu'ils vont défendre la communauté des croyants contre des croisés, contre des forces impies ou ce genre de choses, des forces sataniques, etc. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un terrorisme chrétien? Pas vraiment en Afrique. Tout dépend de vos définitions du terrorisme. C'est-à-dire que si le terrorisme s'est frappé de manière inattendue et tué des civils, oui, à ce moment-là, il y a des groupes chrétiens. La Lord Resistance Army qui a découpé les gens en morceaux, qui a attaqué donc en Ouganda. Alors eux, c'est un mouvement qui est né en Ouganda dans les années 80, qui ensuite a été chassé vers le sud du Soudan. Et là, on voit d'ailleurs comment le religieux s'efface devant des relations très pragmatiques, puisqu'à l'époque, la Lord
Resistance Army, qui combattait le gouvernement de Museveni en Ouganda, qui soutenait la Sudan People's Liberation Army, qui a abouti à la libération du Sud-Soudan. Du coup, en contrepartie, la junte islamiste au pouvoir à Khartoum soutenait un mouvement intégriste chrétien, vous voyez, et leur fournissait des armes. Donc la LRA, à un moment, était dans le sud du Soudan, puis ensuite, ils ont été dans la RDC. Aujourd'hui, il reste quelques bouts de la LRA qui sont en Centrafrique et sur lesquels on ne parvient pas à venir à bout. Voilà, donc on a toute cette histoire assez longue d'un mouvement qui a été qualifié de terroriste par l'Ouganda lui-même. Donc si on considère bien que la LRA est un mouvement chrétien, parce que ça c'est un autre enjeu du débat dans ce livre, hein, c'est que les musulmans des uns ne sont pas les musulmans des autres et les chrétiens des uns ne sont pas les chrétiens des autres. Donc la LRA n'est pas considérée comme chrétienne. Elle se dit chrétienne et Boko Haram se dit musulman. Et ils ne sont pas considérés comme musulmans par les musulmans mainstream, orthodoxes, sunnites du Nigeria. Donc on a aussi tout ce débat très important, en fait, j'appelle ça de récusation réciproque, vous voyez, de répudiation mutuelle, où, je sais pas, Boko Haram va dire que l'establishment musulman au Nigeria est impie et dévoyé, et inversement, l'establishment musulman va dire que finalement Boko Haram est dévoyé. Et on a la même chose sur la LRA avec la hiérarchie catholique ou anglicane en Ouganda. Donc, si on considère, pour répondre à votre question, j'ai fait un petit détour sémantique, mais c'était important, je crois, mais si on considère que la LRA est bien un mouvement chrétien, à ce moment-là, oui, il y a du terrorisme chrétien. Oui. Mais justement, en Occident, c'est le djihadisme qui retient l'attention. Ouais, parce que, bon, voilà, pour des raisons... ça rentre mieux dans la boîte médiatique avec la théorie du choc des civilisations, où l'on imagine que c'est d'abord un choc armé entre des groupes musulmans et des groupes chrétiens, alors qu'encore une fois, ces groupes musulmans, si tant est qu'on va bien les considérer comme musulmans, tuent essentiellement des musulmans. Donc c'est ça qui se vend. Et l'idée, c'est que souvent sur l'Afrique, on est obnubilé dans les médias, mais pas que français, occidentaux en général, on a ça aussi aux États-Unis, sur l'idée que le problème religieux serait un problème entre musulmans et chrétiens. Alors qu'en fait, ce que montre ce livre, c'est que c'est d'abord des problèmes, des conflits, alors pas seulement de doctrine, mais aussi des rivalités de pouvoir, de personnes, au sein même d'une communauté de croyance. Donc il y a plus de violence entre musulmans contre musulmans et chrétiens, et entre chrétiens contre chrétiens et musulmans. Mais ça, avant de faire passer ce message, je pense que je peux encore écrire 15 bouquins. En France, si vous dites le djihadisme tue d'abord des musulmans, vous pourrez même être blacklisté de certains médias. Je crois pas. Non, je l'ai déjà dit, j'ai pas eu pour autant de... Ce que je veux dire, c'est que de redressement fiscal. Ce que je veux dire, c'est que ça secoue. Oui, c'est-à-dire que ça remet en cause certaines idées reçues, y compris d'ailleurs sur le rôle qu'aurait joué le wahhabisme saoudien, avec ce grand paradoxe que sur l'opération Barkhane de la France au Sahel, par exemple, Jean-Yves Le Drian conspuait le wahhabisme comme étant la matrice du terrorisme djihadiste en Afrique, et en même temps exporter des armes à l'Arabie Saoudite, qui est notre principal client. Donc on voit là tous les paradoxes aussi du discours sur le djihadisme, mais qui en fait n'est pas substanté par les faits, parce que quand justement on parle de violence religieuse, il y a plusieurs façons de décortiquer et déconstruire cette notion. Il y en a une qui est marxiste, qui dit tout simplement la religion, ça n'existe pas. C'est une construction politique, donc on peut parler de violence politique, sociale, économique, mais pas de violence religieuse. Ça, c'est un premier argument. L'argument des théologiens que j'évoquais déjà tout à l'heure, qui est de dire mais en fait ces gens-là ne sont pas musulmans ou bien ils ne sont pas chrétiens, donc on les sort du champ de la religion, on les excommunie, c'est la procédure d'excommunication qui souvent est mutuelle d'ailleurs, parce que les autres, ceux qui sont excommuniés aussi, vont excommunier ceux qui les ont excommuniés. À ce moment-là, on dit en fait c'est pas du religieux, parce que de toute façon les religieux sont pacifiques, voilà, ça c'est aussi un autre discours. Et le troisième discours, c'est la sociologie du combat. Et moi-même, quand j'ai été mener des entretiens avec des combattants de Boko Haram, il y en avait 1 sur 60 qui disait avoir rejoint le groupe pour des raisons religieuses. Tous les autres, c'était soit la vengeance, soit l'opportunisme, et il y a plein d'autres rapports qui confortent ça, des rapports des Nations Unies, Journey to Extremism in Africa, avec beaucoup d'entretiens avec des groupes djihadistes aussi en Somalie, avec les Shebab, ou aussi un petit peu dans le nord du Mali. Donc on voit que derrière, en fait, quand vous regardez la motivation, parce que fondamentalement, il faut bien revenir aux bases, quoi. Pourquoi les gens se battent? Pourquoi ils vont risquer leur vie de leurs femmes, de leurs enfants, etc. Et quand vous leur posez la question, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas le religieux qui les anime, ou très peu. Ils vont utiliser le religieux pour justifier leurs exactions, leurs tueries, leurs insurrections, etc. Mais fondamentalement, c'est pour régler des comptes. Ça peut être avec le voisinage, avec un gouvernement qui a un policier qui a tué votre sœur ou qui a exécuté sans autre forme de procès votre frère. Donc beaucoup de vengeance, de protection aussi, parce que comme les armées gouvernementales se comportent mal, du coup, on va chercher protection dans les bras des djihadistes. Ça peut sembler surprenant, mais du coup, ça alimente le conflit. Et donc tout ça nous éloigne beaucoup du religieux, vous voyez.
Alors, vous insistez beaucoup sur les dimensions locales du djihadisme, alors que les djihadistes en Afrique eux-mêmes s'affilient les uns à l'État islamique, les autres à Al-Qaïda. En quoi cela change-t-il notre compréhension de Boko Haram ou du JNIM d'entrer dans le dur, de prendre sa loupe et de regarder les groupes localement? C'est beaucoup plus compliqué d'analyser les dynamiques locales du conflit que dire « Ah, tout ça, c'est la faute d'Al-Qaïda ou de l'État islamique ou des Arabes qui ont exporté le wahhabisme. » Vous voyez, ça, c'est un déroulé narratif assez facile, ça se vend bien dans les médias, mais ça ne permet pas d'expliquer fondamentalement pourquoi des Africains, des Camerounais, des Nigérians, des Somaliens vont se saisir de ce modèle révolutionnaire qui est celui d'Al-Qaïda ou de l'État islamique pour, en fait, continuer leur lutte. Parce qu'en fait, ces groupes existaient déjà avant que Al-Qaïda les adoube ou bien l'État islamique. Donc ça, c'est important. Ils ne sont pas nés parce que ça serait des branches créées par Al-Qaïda ou Daesh. Non, ils avaient déjà leur combat et ensuite ils vont chercher une forme de reconnaissance à l'international qui les rend encore plus importants qu'ils ne le sont réellement, puisqu'une fois qu'ils sont adoubés par Al-Qaïda ou par Daesh, à ce moment-là, ils ont une résonance médiatique que sinon ils n'auraient pas. Parce que si vous avez un groupe de va-nu-pieds, comme il y en a, par exemple, quelquefois portés par des prophétismes chrétiens, en République démocratique du Congo, par exemple, qui se combattent avec des armes très rudimentaires, personne n'en parle dans les médias occidentaux, tout le monde s'en fiche. Donc si vous avez Boko Haram qui est réduit simplement à sa dimension locale, en disant, bon, bah, c'est voilà, un groupe de gens qui se réclament de l'islam et puis qui vont combattre les forces armées, ça n'intéresse pas grand monde. Si en revanche, vous dites, ah, ils sont rattachés à Daesh ou à l'État islamique, enfin, je veux dire, ou à Al-Qaïda, là, tout de suite, chez les Français, ça résonne, le Bataclan, etc. Et donc ça prend une dimension internationale qui permet aussi, à la fois pour les groupes djihadistes concernés de faire peur, mais aussi pour les gouvernements africains de se défausser de leurs responsabilités, de dire en fait c'est pas notre faute, c'est pas un problème local dû à la corruption de la police ou à la mauvaise gouvernance, etc., ou à la mauvaise redistribution des richesses, par exemple, mais de dire bah non, c'est un problème qui est importé du monde arabe. Et très souvent, l'internationalisation du narratif sur les conflits permet de se défausser de ses responsabilités. Quant aux pays occidentaux, ça permet aussi de justifier des interventions militaires. Par exemple, la France, quand elle est intervenue au Mali en 2013, il s'agissait d'utiliser, de s'appuyer sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui effectivement autorise un déploiement de forces à l'étranger, outre-mer, à partir du moment où il y a une menace contre la paix mondiale. Sinon, le chapitre 7 n'autorise pas, que ce soit la France ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou ce que vous voudrez, à envoyer 5000 soldats à travers le monde pour combattre une rébellion très locale. Donc il y a aussi un besoin de mondialiser, vous voyez, d'internationaliser la problématique, à la fois pour les gouvernements africains pour se défausser de leurs responsabilités ou pour les Occidentaux pour justifier des interventions militaires. Donc et ça nous éloigne. Le gouvernement français et le gouvernement africain, ils se servent du djihadisme ? Disons qu'ils vont l'instrumentaliser, oui, ils vont en faire ce qui sert leur intérêt national, évidemment. Alors, dans quelle mesure, justement, en parlant d'intervention militaire, dans quelle mesure l'intervention française, onusienne, ces interventions contribuent-elles à aggraver ou à complexifier les situations? Je pense au Sahel, par exemple. Le Sahel qui est le grand échec français. Oui, alors vous parlez du Sahel central et occidental, parce que le Sahel va jusqu'au Soudan et l'Érythrée. Ça, on n'en parle jamais en France, parce qu'en France, on a une drôle de résonance. Quand on parle de l'Afrique, on pense qu'à l'Afrique subsaharienne, sous-entendu noir, et quand on parle du Sahel, on parle de 5 pays qui sont tous d'anciennes colonies françaises, donc le Sahel c'est un peu plus que ça, il y a des groupes djihadistes ailleurs, notamment dans la Corne de l'Afrique, mais sur le Sahel, donc sur le cas particulier de la France, sur l'intervention, oui, il y a eu une instrumentalisation de la question du djihadisme. Moi je pense, donc c'est François Hollande, rappelez-vous, qui avait lancé l'opération Serval, qui allait ensuite s'étendre et devenir l'opération Barkhane. À l'époque, il y avait aussi un enjeu pour les militaires, parce qu'il y avait un livret blanc de la défense qui était en cours de rédaction. Et initialement, quand le Parti socialiste était arrivé au pouvoir en 2012, ils avaient l'intention de supprimer les bases militaires permanentes en Afrique. À partir du moment où il y a eu cette intervention militaire, il n'était plus question de les supprimer, même si finalement elles sont supprimées par contre-coup, puisqu'en 2022, l'opération Barkhane a été terminée, mais du fait des Africains qui ont chassé l'armée française, et à ce moment-là, qui ont fermé les bases, y compris au Tchad, ou aujourd'hui de façon concertée en Côte d'Ivoire. Mais initialement, en 2013, effectivement, il y avait derrière aussi cet agenda qui était de justifier la permanence de l'armée française. Donc c'est des jeux d'intérêt peut-être au sein du Parti socialiste qui ont justifié ça, c'est-à-dire... Alors au sein du Parti socialiste, il y avait des désaccords. Tout le monde n'était pas... Et au sein de la République française, avec par exemple le lobby militaire qui ne voulait peut-être pas partir d'Afrique.
Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un vrai lobby militaire là-dessus, cet attachement à l'Afrique. Parce que derrière, c'est pas uniquement une question matérialiste, hein, excusez-moi de m'écarter des schémas marxistes de base, mais il y a aussi un attachement sentimental. Parce que quand vous dites l'Afrique chez un militaire français, ça renvoie aussi à l'historique de la 2e DB qui venait du Tchad, la 2e division blindée qui a libéré la France et Paris en 1944. Ça venait du Tchad. Donc il y a un attachement viscéral, vous voyez, émotionnel, sentimental aussi. Qu'il y ait un attachement aussi viscéral aux Africains, parce que des fois on rêve d'une Afrique sans Africains. Je pense qu'il ne faut pas mésestimer l'attachement aux Africains de la part des militaires français. Ça peut sembler surprenant, mais ce n'est pas uniquement les primes qui vont toucher en Afrique qui les motivent pour aller en Afrique. Non, mais il y a les grands espaces, il y a toute cette... Il y a les grands espaces, le terrain d'entraînement qu'ils n'auront pas en France, et puis il y a beaucoup de militaires français qui sont attachés aussi effectivement à cette guerre des sables qu'il y avait au Tchad, autrefois contre la Libye, puis contre les groupes djihadistes, parce que ça donne une valeur presque chevaleresque, vous voyez, dans l'éthos militaire, que vous n'avez pas du tout dans la cyberguerre. Aujourd'hui, un militaire, ça va être un geek derrière un écran. Excusez-moi, c'est pas hyper valorisant pour mobiliser ou engager des jeunes pour aller combattre, qui peuvent être intéressés pour des raisons personnelles, pour tenir une arme. Si on leur dit finalement vous allez finir derrière un écran, ça peut réduire un peu les tentations. Alors les États africains, donc le Cameroun, le Nigeria, le Mali, le Burkina, parce qu'en fait effectivement ici en France aussi quand on parle de djihadisme, on parle souvent des pays de l'AES, alors que ça touche également des pays anglophones, des pays amis, des pays qui n'ont pas de problème avec la France et qui ne s'en sentent pas forcément mieux que ceux qui ont claqué la porte à la France, en tout cas qui n'arrivent pas à en finir avec ce phénomène. Comment donc ces États africains réagissent-ils à ces violences religieuses? Vous évoquez une réponse qui est parfois contre-productive et qui alimente encore plus les mouvements djihadistes. Oui, c'est ce que je vous disais, notamment du côté du Nigeria ou du Cameroun, mais on le voit aussi dans le centre du Mali. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les armées ne protègent pas les civils et au contraire vont tuer de façon extrajudiciaire beaucoup de civils, ceux-ci sont tentés d'aller chercher protection dans les bras des djihadistes. J'ai moi-même mené des entretiens avec des gens de Boko Haram et c'est ça qui s'est produit en fait. C'est pas qu'ils étaient du tout attirés par l'idéologie religieuse, c'est qu'ils cherchaient à échapper aux rafles arbitraires. Par exemple, dans la région de Difa, au Niger, dans les langues locales, en Kanuri, en Haoussa, quand on vous dit le terrorisme est venu dans un village et il a enlevé des jeunes, donc sous-entendu kidnappé, en fait, ils font référence aux unités antiterroristes déployées depuis la capitale. Donc le mot terrorisme n'existe pas dans les langues vernaculaires africaines, donc la compréhension de la violence est quand même très très différente de celle qu'on peut faire dans les capitales africaines et aussi à l'Élysée ou à Londres ou à Washington. Ça me paraît clair. Donc les attentes locales aussi ne sont pas les mêmes que celles qui sont qui ont la priorité du côté des chancelleries occidentales ou même des capitales africaines. Peut-être un dernier point qu'il faut ajouter, c'est que la lutte contre le terrorisme, c'est une rente de situation. Au Nigeria, vous avez 2 milliards de dollars d'emprunts qui ont été faits pour acheter des armes pour lutter contre Boko Haram. Je veux dire, on se sert très largement. Là, récemment, il y a une affaire qui vient d'éclater au Nigeria. On a arrêté 18 militaires et une quinzaine de policiers qui, en fait, trafiquaient des armes et les revendaient à des groupes djihadistes. Et là, on a aussi plein d'ONG qui montrent à partir des numéros de série des armes capturées dans les groupes djihadistes que ces armes proviennent essentiellement des arsenaux des armées nationales. Donc ça pose aussi toute la question de la corruption des armées qui combattent les groupes qualifiés de djihadistes. Mais on s'éloigne complètement du religieux, là, vous le voyez. Et moi, je plaide aussi pour ça dans ce livre, c'est-à-dire je plaide pour une analyse militaire et tactique de ce qui se passe sur le terrain. Si vous vous intéressez qu'aux religieux, il y a beaucoup de dimensions de ces conflits qui vont complètement vous échapper. D'où tout mon positionnement depuis longtemps en disant que la question de la radicalisation religieuse, en fait, c'est une feuille de vigne qui nous écarte des fondamentaux politiques de ces conflits. Oui, mais en Afrique, les imaginaires spirituels jouent à fond, c'est-à-dire le nombre de croyants pratiquants et je sais pas, 5 fois, 6 fois plus élevé qu'en France, par exemple. Donc la religion habite les esprits et du coup la foi est omniprésente dans le jeu, que l'on soit que l'on se réclame du djihadisme, de l'ultra-pentecôtisme ou non. Oui, mais pour interpréter la dimension religieuse du conflit, pas forcément comme une cause du conflit, vous voyez. Et du coup, on a eu d'ailleurs des effets de ces conflits armés, y compris dans le nord du Cameroun, par exemple, où en fait les attaques de Boko Haram ont conduit les musulmans et les chrétiens à se regrouper ensemble pour assurer leur défense.
y compris avec des volontaires chrétiens qui allaient défendre les mosquées qui étaient attaquées par Boko Haram. Vous voyez, donc on a des trucs assez surprenants en fait. Donc pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de religiosité en Afrique, ça c'est absolument évident. Parfois, elle est très exacerbée et très radicale, y compris du côté des mouvements pentecôtistes, dans leur hostilité du type il faut tuer les homosexuels, ils vilipendent l'Occident dépravé, ils vont conspuer aussi des gouvernements considérés comme impies. Je veux dire, il y a des résonances avec le discours des djihadistes qui sont assez surprenantes en réalité. Hein. Et souvent on me dit ah oui, c'est uniquement au niveau du discours. Bah, oui et non. Un des grands responsables d'une des principales églises pentecôtistes du Nigeria, en 2015, son avion personnel avait été saisi par les services secrets sud-africains à Johannesburg. Il était rempli d'armes. Et à l'époque, il a appelé à monter une armée de Jésus-Christ pour aller combattre Boko Haram. Et soutenir aussi la candidature du président Goodluck Jonathan, qui finalement d'ailleurs a été défait en 2015, mais qui était très soutenu par les mouvements pentecôtistes. Donc là encore, ça oblige en fait à intégrer la dimension religieuse sans lui prêter une causalité fondamentale dans les conflits qui se déroulent, mais indéniablement, tout le politique est imprégné de religieux en Afrique subsaharienne, ça me paraît très clair, là, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, les dirigeants politiques n'écoutent pas les conseils des universitaires, ça se saurait sinon. D'ailleurs, ils n'écoutent pas toujours leurs ambassadeurs. Mais quel conseil donneriez-vous pour venir à bout des djihadistes si vous étiez devant un chef d'État de l'AES ? Je pourrais toujours lui donner des conseils, je ne saurais guère écouter, mais il y a deux mots-clés qui permettent de comprendre les problèmes. Et c'est un autre bouquin qui s'appelle Un djihad sans foi ni loi, qui travaillait là-dessus, sur les impéricides des armées nationales qui combattent les groupes djihadistes. Il y a deux mots-clés, la corruption et l'impunité. La corruption, ça veut dire que les soldats sont mal ou pas payés parce que les soldes ont été détournés, donc il n'y a pas une motivation très grande pour aller combattre les groupes djihadistes et risquer sa vie. Ça veut dire aussi que les armes ne sont pas fournies, puisque de toute façon, l'argent est parti ailleurs. Donc ça, la lutte contre la corruption, elle est fondamentale, et la lutte contre l'impunité. Vous n'avez pas de chaîne de commandement à partir du moment où, de toute façon, ceux qui vont être déviants, des officiers déviants, que ce soit ceux qui trafiquent des armes, qui font des deals avec les groupes djihadistes, ou bien qui vont aussi se mêler de trafic de drogue, parce qu'on en a vu également, et bien de toute façon, ou bien ceux qui font aussi des coups d'État, c'est pour ça que j'aurais du mal à porter cette parole aux putschistes d'aujourd'hui au sein de l'AES, c'est que là, vous cassez complètement la chaîne de commandement. Et la force d'une armée, c'est sa discipline. À partir du moment où vous avez des généraux, puis ensuite vous descendez les grades, au Mali, ensuite c'est des colonels, alors après on tombe au niveau des capitaines au Burkina Faso, le prochain ça sera un sergent. Donc pourquoi voulez-vous que les sous-gradés obéissent aux ordres de gradés, qu'eux-mêmes ne respectent pas la chaîne de commandement et qui vont la casser en montant des putschs? Donc là, il y a un vrai problème de discipline et même d'indiscipline structurelle dans les armées africaines qui n'est absolument pas adressé par les juntes actuellement au pouvoir. C'est la force de ces armées face à des groupes djihadistes qui eux-mêmes sont très fragmentés, car n'oublions pas, ce qui sauve aujourd'hui les pays de l'AES, c'est pas leur performance militaire, c'est que les groupes djihadistes sont eux-mêmes, en fait, perclus des mêmes travers que les armées gouvernementales, c'est-à-dire qu'il y a aussi des putschs. Je sais même plus quel est actuellement le dirigeant de Boko Haram ou de l'ISWAP, sa branche État islamique. Ils s'entretuent tous les 6 mois, donc ils sont très fragmentés, agités aussi par de nombreuses violences factionnelles qui réduisent leur capacité d'attaque de la même manière que les armées gouvernementales qui les combattent sont elles-mêmes fragmentées et ravagées par tous ces problèmes que je viens d'évoquer. Alors si vous devriez donner des conseils à des présidents qui ne sont pas encore dans le tourbillon djihadiste mais qui pourraient y entrer, par exemple à Alassane Ouattara, l'Ivoirien, ou à Patrice Talon, le Béninois? Ce serait le même genre de conseil sur leurs forces de défense et de sécurité. Corruption, impunité. On n'avance pas si vous n'avez pas effectivement une armée disciplinée et professionnelle. Là-dessus, je crois qu'il y a aussi beaucoup de leurres sur la capacité des coopérations militaires occidentales à augmenter les performances et les capacités des armées africaines. Parce qu'en fait, souvent, les présidents africains, qu'ils soient élus ou non, en fait, ils ont peur de leur propre armée, parce qu'ils ont peur en permanence du putsch et de la mutinerie. Donc en fait, ils n'ont pas tellement envie qu'on renforce les capacités d'armée qui peuvent les destituer à tout moment. Et donc souvent on a vu, mais ça valait aussi pour Idriss Déby au Tchad, on voit beaucoup de coopérations militaires qui sont, dont le succès est jugé au nombre d'heures dispensées, de cours dispensés, au nombre d'effectifs qui ont suivi ces cours, mais après on ne voit pas de professionnalisation des armées africaines derrière. Et ça pose de vraies questions à la France sur la poursuite de ces coopérations militaires avec la Côte d'Ivoire ou le Gabon, par exemple, mais pas seulement. Je veux dire, les États-Unis, tous les putschistes qui sont arrivés au pouvoir là, au Sahel, ils sont tous passés par des formations soit françaises, soit américaines. Donc quand on voit comment ça déstabilise ces pays et comment la gangrène djihadiste continue de progresser, on se pose des questions sur l'efficacité de ces coopérations militaires.
En plus, peut-être que d'une certaine manière, quand on a fait une formation aux États-Unis ou en France et que on est entre guillemets fiché, on peut plus facilement commencer la discussion quand on commence un push que quand on est un militaire qui n'a pas de connexion internationale. Ouais, mais on a vu par exemple en Guinée un ancien légionnaire. Oui, effectivement. On s'éloigne du djihadisme. Oui, mais alors là, moi, je suis pas du tout dans les théories complotistes qui voient la France derrière les coups d'État. Non, c'est fini, ça. Même le fait de venir, ça nous empowerise d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme a eu ceci de pervers, c'est qu'elle a donné beaucoup d'argent aux forces de défense et qu'elle leur a donné aussi la capacité, finalement, de s'emparer du pouvoir. Ça, c'est un des grands paradoxes de la lutte contre le terrorisme. Ça a fourni des assurances-vie à des présidents qui, de toute façon, ne voulaient pas réformer leur appareil sécuritaire, parce qu'ils préféraient que la France fasse le job à leur place, et en même temps, ça a permis justement à ces forces de défense quand même de gagner, disons, de la capacité à non seulement tuer des civils, mais effectivement faire des coups d'État. Donc là-dessus, ça a été très, très improductif. Il y a une vraie question qui est très, très peu débattue, y compris au Parlement français. Alors là, tout le monde s'en fiche, hein, personne n'en parle, il n'y a pas de commission d'enquête ou d'information parlementaire sur le sujet, c'est les coopérations militaires. Ça reste vraiment l'impensé de toute cette lutte contre le terrorisme. Et si vous deviez donner des conseils justement à Emmanuel Macron, qui est le président sous lequel la France s'est vautrée dans le Sahel? Bon, il a hérité du dossier. Donc il aurait fallu d'abord donner des conseils à François Hollande, qui est quand même un président remarquable, puisqu'il a réussi à monter 2 opérations militaires d'envergure dans la même année. Hein. Il y a eu l'opération d'abord Serval au Mali en janvier 2013, et en décembre 2013, il y avait l'opération Sangaré en Centrafrique. Quel homme! Donc en fait, s'il y a bien un homme militariste dans la région, c'était plutôt François Hollande finalement. Donc Macron a hérité du dossier, effectivement, il n'a pas bien su le gérer parce qu'il n'a pas su... Alors c'est toujours la même question qu'on peut poser sur n'importe quel président français, hein, qu'il soit de gauche ou de droite. Est-ce qu'il prend de mauvaises décisions parce qu'il est mal conseillé ou parce qu'il n'écoute pas ses conseillers? C'est peut-être un peu des deux, j'en sais rien. En tout cas, le fait est qu'effectivement, la sortie de la France du Sahel, de la France militaire, elle a été assez mal gérée. Il y a eu aussi des effets de body language qui sont très très mal passés, y compris des signaux quand même assez particuliers où d'un côté la France condamnait le coup d'État militaire au Mali, mais en même temps Macron se déplaçait pour aller enterrer Idriss Déby, qui était un grand démocrate au pouvoir depuis 1990 et qui a conforté son fils qui lui a arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Donc effectivement, il y avait des messages malencontreux qui fait que cette sortie... Aussi, voilà, c'est ça. Le body language, c'est aussi la question de l'arrogance, la façon de parler à des présidents africains, y compris Kaboré au moment de la fameuse visite, c'était en 2017, je crois, à l'université de Ouagadougou, qui était un acte assez courageux de la part de Macron, hein, de s'affronter à un public étudiant. Mais effectivement, son attitude était peu appropriée, on va dire. Il ne se serait pas permis de dire à Trump, tiens, il est parti pisser un coup ou changer la clim, vous voyez. Donc, il y a aussi des questions personnelles qui jouent, au-delà même de la stratégie politique de la France en Afrique, ou de ce qu'ils appellent maintenant l'agenda transformationnel. Vous savez, on met toujours des jolis mots pour dire que tout change, mais rien ne bouge. Je vous ai interviewé il y a de nombreuses années, c'était une interview qui a changé ma perception du djihadisme en Afrique, que je ne regardais pas avec la loupe, justement. Et on avait évoqué la question du FMI, de la Banque mondiale, et donc de l'agenda néolibéral qui affaiblit les États, et vous disiez que non, a priori, c'est pas la faute, en gros, hein, du FMI ou de la Banque mondiale si le djihadisme est arrivé juste à la suite des ajustements structurels. Vous maintenez? Oui, moi je maintiens, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un affaiblissement des États en Afrique, mais qui peut produire toutes sortes de conflits, et quand vous regardez la genèse de ces groupes djihadistes, on ne peut pas directement l'attribuer au FMI. Puis encore une fois, c'est un peu facile de se défausser de ses responsabilités, de dire en fait le problème, c'est pas les massacres commis par l'armée malienne, et les massacres de civils ou la corruption du gouvernement qui alimente le discours des islamistes sur l'impiété. La corruption naît aussi des salaires bas. Et les salaires bas naissent également des mais il faut rappeler quand la Banque mondiale est intervenue dans les années 80 parce qu'il y avait déjà une crise économique. C'est pas eux qui l'ont inventé, la crise économique. Que leur solution n'ait pas porté leurs fruits, oui, ça, et qu'ils aient apporté des mauvaises solutions, ça on peut toujours en débattre et je serais d'accord avec vous. Mais de là à faire un lien direct en disant en fait la faute,
c'est au FMI. Non, moi je ne suis pas du tout sur cette longueur d'onde. Je pense que là, il y a d'autres racines qui sont souvent justement très locales, qui nous obligent à regarder comment les conflits ont été mal gérés localement. Alors il y a une histoire aussi qui est racontée dans ce livre, c'est la question du bureau des cultes, notamment en Afrique francophone, où on a hérité souvent des dispositifs du ministère de l'Intérieur avec des bureaux des cultes qui sont censés empêcher les déviances sectaires et possiblement mortifères, voire apocalyptiques, quoi. Et en fait, quand on regarde de plus près, mais ça vaut aussi un petit peu pour le Nigeria, on se rend compte que ces bureaux des cultes ne fonctionnent quasiment pas. Ils n'ont pas les moyens de fonctionner. Mais je ne vais pas y voir là la faute du FMI. Il y a plein d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Mais les états minimaux, c'est quand même idéologique. Oui, mais vous voyez, le fait que les bureaux des cultes ne fonctionnent pas, c'est aussi parce que les Africains, comme vous le disiez, sont beaucoup empreints de religiosité. Donc il y a une grande timidité à interférer dans le champ religieux. Vraiment une grande timidité. Moi, je me souviens, mes interlocuteurs à Maïdougouri me disaient toujours, mais Boko Haram, on le voyait monter dans toutes les années 2000, pourquoi le gouvernement n'a rien fait? Et le gouvernement, en fait, ils n'osaient pas faire. Parce que aller emprisonner un imam dans une mosquée, c'est quand même... c'est compliqué, hein, y compris dans le nord du Cameroun. Donc ça va renforcer votre impopularité, et souvent les gouvernements en place en Afrique en fait sont assez impopulaires, hein. Beaucoup ne sont pas vraiment élus, on va dire, ou alors avec très peu de voix. Regardez Tinubu au jour du Nigeria, la participation électorale s'est complètement effondrée, donc en fait il est concrètement élu avec 10% des voix des électeurs, quoi, vous voyez, un peu comme aux États-Unis. Il y a un système qui fait qu'à la fin on est élu avec très peu de gens. Donc vous êtes déjà impopulaire, il y a une grosse crise économique actuellement au Nigeria, et en plus vous allez vous amuser à arrêter des pasteurs, des chefs d'église ou bien des imams. Donc pour moi, c'est pas simplement la question du manque de moyens. C'est aussi tout un environnement culturel qu'il convient de prendre en compte, vous voyez. En tout cas, on en reparlera. Peut-être que la troisième fois, vous direz que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos.